Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actu des nouvelles technologies, les morceaux de programme que sont les API, ces connecteurs qui permettent aux services de se parler entre eux. Peuvent-ils être brevetés ? C'est tout l'enjeu du serpent de mer qui est l'affrontement entre Google et Oracle sous les yeux de la Cour suprême des États-Unis. On va parler aussi des actions de Facebook et Twitter face aux propos toxiques comme ceux de QAnon ou ceux niant l'Holocauste. Et puis ces réseaux sont plus que jamais plongés dans des actualités politiques aux États-Unis, dont une des illustrations est l'affaire du fils Biden, le fils du candidat démocrate à la présidentielle américaine, et ses contacts et ses activités avec l'Ukraine. Alors on va tout vous expliquer. On s'arrêtera aussi un petit peu sur des innovations futuristes. On va aller dans l'espace, on va se pencher sur des affichages holographiques, on va voir l'avancée des voitures autonomes, et puis évidemment on va conclure cet épisode sur l'actualité des jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve quelqu'un pour qui je n'ai pas trouvé d'analogie pour cet épisode, et je suis sûr que tu me pardonneras. Je vais donc tout simplement rappeler que tu es l'auteur du livre Machine de jeu, et tu es le chroniqueur, rédacteur en chef émérite de Tech Café depuis, maintenant toujours. Salut Guillaume Poggiastala. Oui, écoute, c'est très bien comme ça aussi. Voilà, je suis sans analogue, je suis sans équivalent. Peut-être qu'il va falloir arrêter les analogies pour montrer qu'on arrive dans un nouveau centenaire d'épisodes, puisque c'est l'épisode 199 là que vous écoutez présentement. C'est l'occasion du coup de relayer le fait qu'il y a toujours des avis Apple Podcast, et merci beaucoup, vous avez été nombreux là à redéposer des avis sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur quand je les vois tomber là, et ça fait toujours plaisir qu'on les redonne dans les épisodes. Alors par exemple il y a Lucas Lefrisé qui dit excellent comme toujours, c'est maintenant mon seul moyen d'être au courant des actus sur les nouvelles technologies, c'est clair et précis, et l'œil porté sur les sujets des deux Guillaume apporte vraiment un plus. Je recommande évidemment. Merci Lucas. Je ne saurais quand même, Lucas, que t'encourager à aller consulter d'autres sources d'infos tech. C'est toujours bon de confronter un peu les points de vue. On est ravis en tout cas que tu nous fasses autant confiance, mais c'est aussi toujours bien quand on peut aller voir ce que disent d'autres personnes, parce qu'on peut être un petit peu subjectif. C'est bien de confronter les points de vue. En tout cas, vous êtes nombreux aussi à soutenir notre travail sur Patreon. Merci beaucoup à ceux qui sont allés sur patreon.com/techcafé. L'idée elle est simple, c'est que vous contribuez si vous le souhaitez pour des montants qui correspondent à ce que vous pensez que vaut le podcast pour vous, et puis en plus en participant financièrement vous soutenez évidemment directement tout le temps qu'on passe à la préparation des émissions, mais vous profitez aussi d'un flux privé du podcast qui sera garanti pour toujours, 100% sans pub, et même vous profitez du chapitrage des émissions, ce qui vous permet dans votre application de podcast de passer d'une rubrique à une autre. Alors merci en particulier très vivement à Fisa Greg et à l'incontournable et si connecté et si présent Guillaume Père, que vous pouvez retrouver dans le groupe Telegram de Tech Café qui est dans les notes de l'émission. Avant d'attaquer toutes nos news, Guillaume, comme le veut un peu la tradition, il y a eu un Apple Event. Alors on a eu un épisode avec Léo et Matt, on a été un petit peu en mode fanboy, on va dire, mais je ne pouvais pas m'empêcher de te demander, Guillaume, ton avis. Est-ce que tu as suivi un petit peu les annonces, et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais souligner? Écoute, pour une fois, je vais pas être trop cassant, parce qu'ils sont quand même plutôt beaux, les iPhone 12. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes et impressionnantes. Bon, le lidar, c'est de vrais petits iPad Pro en réalité mini, et il y a des trucs plutôt sympa. Bon, déjà, effectivement, c'est bien, je trouve, qu'ils aient un téléphone un petit peu plus petit. Et puis, techniquement, oui, quand même, il y a des trucs impressionnants. Alors, au-delà, bien sûr, du processeur qui est toujours super puissant, qui est, je n'en doute pas, le plus puissant de tous les smartphones. De toute façon, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel ils insistent, mais en même temps, c'est vrai, donc il y a rien à dire. Il y a aussi le fait qu'ils puissent filmer en 4K HDR, 10 bits, 60 fps. C'est quand même très impressionnant. Honnêtement, je trouve... Pour un smartphone, pour un smartphone, c'est quand même vraiment très impressionnant. Ouais. Donc il y a des trucs intéressants. Et puis franchement, je pense que le MagSafe, en fait, ça va être le truc ultime, parce que, vous l'avez certainement dit, mais ça ouvre la voie à tout un tas de petits accessoires vraiment sympathiques.
Et bon, globalement, je trouve que c'est plutôt un bon téléphone. Voilà, bon, évidemment, il est 5G, on reviendra pas sur la 5G en France, tout ça. Mais oui, non, moi j'ai plutôt trouvé ça pas mal, en fait. Alors évidemment, ça reste des téléphones qui sont pas pour toutes les bourses, hein, parce que même le mini, ça commence quand même à 800 balles. Ça monte jusqu'à, je sais pas, 1200, 1500, hein, bon. Évidemment, puis à ce prix-là, tu prends l'Apple Care en plus, donc voilà, ça donc, rajoute encore une somme. Si tu veux, c'est des téléphones qui sont super, qui peuvent l'être, très honnêtement, hein, donc... C'est vrai que je suis pas dans le public, hein. Moi je suis plutôt un petit peu Team Cassim avec des téléphones qui sont un petit peu plus terre à terre mais qui sont beaucoup plus accessibles. Mais bon, effectivement, le technophile que je suis ne peut pas rester complètement insensible à absolument tout ce que fait Apple tout le temps. En particulier, là, je trouve que le Pro, il a, et tu le soulignes, un côté vraiment production. Donc, si on est, je sais pas, une agence, si on veut produire du contenu, même producteur de contenu un peu indépendant sur le web, je pense que c'est vraiment un super outil qui va être extrêmement polyvalent. Donc, il faut le regarder de près. C'est marrant que tu parles de MagSafe comme étant une belle innovation. Moi, je trouve que c'est très symptomatique de ce que fait Apple. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont très enthousiasmantes sur le plan des usages. Et là, on peut pas s'empêcher d'avoir en tête les rumeurs qui nous disent que l'iPhone 13 pourrait être coupé de tout cordon de chargement. Alors on va pas juger l'iPhone 12 à l'aune de ce que pourraient être les rumeurs de l'iPhone 13, il serait beaucoup trop tôt pour le dire. Mais enfin bon, on suit un peu une logique qui nous avait été annoncée qui dirait que Apple voudrait nous proposer l'an prochain un iPhone sans câble. Ça me fait peur. Ils ont trouvé plus propriétaire que le Lightning et ça m'enthousiasme pas forcément, mais bon. On en reparlera en temps et en heure. Allez, on va passer sans autre forme de procès sur nos autres rubriques. Alors, on va sortir de nos appareils. C'était un peu facile de parler des iPhones, de parler du HomePod mini, de tous ces petits appareils croustillants. Mais il y a des grands enjeux là qui se passent et on avait déjà parlé par le passé dans Tech Café de cet affrontement juridique qui date vraiment de très longtemps maintenant, de plusieurs années, je sais plus quand ça a commencé exactement, mais entre Google et Oracle, qui se bataillent sur des histoires de brevets pour les API. Je pense que ça mérite une nouvelle fois, Guillaume, un peu de clarification et d'actualisation de cette info. Ben oui, décidément, c'est une sale année pour Google aussi, puisqu'ils viennent passer, aujourd'hui même, en fait, ils viennent se prendre un procès antitrust du département de la justice américaine. Alors ça, c'est pour les petits accords qu'il a eu avec les fabricants de smartphones comme Apple, entre autres, où il a payé pour être le moteur de recherche par défaut. Et voilà, c'est une pratique qui est jugée anticoncurrentielle. Donc en fait, le moteur de recherche de Google en particulier va être attaqué. Donc c'est déjà pas terrible, mais bien avant ça, bien avant, il y a Java. Ben oui, Java. Il faut que j'en reparle encore, vous le savez, le procès Oracle-Google concernant les API Java, c'est mon dada. Il faut dire que si c'était juste une question de milliards à payer venant de l'un ou de l'autre, ça irait encore. Mais là, évidemment, c'est beaucoup plus grave. C'est le quotidien de milliers de programmeurs. C'est même toute une partie du fonctionnement de l'industrie qui est en jeu. Au bout de la chaîne, c'est aussi notre usage. À nous, gens anonymes, lambda, tout le monde, qui va être impacté. Bon alors, petit rappel, Google a choisi à l'origine de concevoir Android autour du langage Java, ça c'est très connu, c'est que donc Java est créé par Sun, il a été racheté par Oracle. Donc c'est un langage qui est bien connu, comme ça évidemment les futurs programmeurs Android n'auront pas à réapprendre un nouveau langage quand ils vont se mettre à l'OS, donc c'est très malin, et pour ça les ingénieurs Android ont réécrit de zéro un compilateur et une machine virtuelle Java, mais qui sont compatibles avec les outils de Sun. Donc évidemment, pour rappeler une fonction Java sous Android, comme n'importe où ailleurs, on utilise les noms avec les mêmes conventions. Donc le Java d'Android et celui de Sun ont la même interface. On dit la même API pour Application Programming Interface, donc c'est la même interface de programmation. Sinon, évidemment, ça sert à rien, puisque le but c'est justement de ne pas tout réapprendre, donc les conventions, la manière d'appeler les fonctions sont les mêmes. Donc ce genre de choses, en fait, ça se fait très fréquemment, puisqu'il y a Mono, par exemple. Donc Mono, c'est un framework qui est open source, qui est utilisé sous Linux. C'est un langage qui est compatible, c'est une réimplémentation de .NET de Microsoft. Donc il a la même API que .NET, il est utilisé sous Linux pour les applis qui veulent faire du .NET, mais il est par exemple aussi utilisé sous Unity. Unity utilise Mono comme langage de script, par exemple. Donc c'est très important pour l'interopérabilité. D'ailleurs, au passage, j'attire votre attention sur le fait qu'Oracle lui-même a réimplémenté l'API d'Amazon pour pouvoir offrir des services de stockage qui sont compatibles avec le nuage, avec le service Cloud S3. Donc là, apparemment, copier l'API d'Amazon, ça les gêne pas. Mais pour que Google ait copié celle de Java qui lui appartient, alors là, par contre, c'est inadmissible. Bon, écoute, ça me paraît une contradiction près, Oracle attaque Google donc depuis plus de 8 ans maintenant. Donc il a eu une victoire en 2014, puis une défaite en 2016, puis un revirement en 2018, et aujourd'hui c'est la Cour suprême. Avec en ce moment même donc 8 juges qui sont loin d'être tous convaincus par les arguments de Google. Apparemment son avocat
a été très mauvais. Voilà, certains juges faisant même un meilleur travail d'exposition et d'explication que lui, c'est pour dire. 4 des juges sont ouvertement sceptiques, 3 sont plutôt de son côté, et le dernier semble partagé. Bon, étrangement, les 4 sceptiques sont des conservateurs et les 3 convaincus des progressistes. Bon, la Cour suprême est censée être isolée de la politique, hein. Bon, évidemment, en ce moment, surtout, on a un peu le droit d'en douter, mais enfin bon. Pour le moment, la Cour suprême est conservatrice d'ailleurs à 5 contre 3, donc je sais pas si c'est un signe, mais si c'est un signe, c'est pas un beau signe. Et si Google perd, d'ailleurs, s'il perd ou s'il gagne trop faiblement, en fait, ça peut amener à une cascade de litiges. Parce que tous ceux qui ont cherché l'interopérabilité avec une API tierce vont se faire troller. Les API propriétaires vont donc se multiplier, évidemment, puisque chacun va vouloir créer la sienne, puisqu'il ne peut pas réutiliser ceux des autres. Donc les codeurs devront réapprendre une montagne de langages et de bibliothèques différentes à chaque fois qu'ils changent de boîte, puisque chaque boîte aura son API. Pour des besoins artificiels en plus, c'est ça, c'est même pas des besoins techniques, ce serait des besoins qui répondraient à des contraintes juridiques, ce qui serait aberrant. Mais enfin, je peux pas utiliser Java, faut payer. Bon, tant pis, je crée mon propre truc, elle est super. Donc les utilisateurs vont se retrouver du coup avec des services qui se parlent plus. Voilà, bon, les brevets logiciels, c'était déjà une plaie. Mais si les API deviennent protégées par le copyright, là c'est fini. C'est comment étouffer l'innovation par pure avidité, par pur attrait du pognon, quoi. C'est vraiment ça. Tu parles des 8 juges de la Cour suprême, c'est intéressant de s'y attarder 10 secondes, même si on sort un tout petit peu de la tech, puisque en fait il y a 9 juges dans la Cour suprême normalement aux États-Unis, et il y a justement RBG qui est Ruth Bader Ginsburg qui est décédée, puisqu'en fait ce sont justement des juges qui sont nommés à vie, et elle faisait partie des juges qui étaient plutôt d'orientation démocrate, et évidemment il y a Donald Trump qui veut s'empresser de nommer un juge à la place de RBG, qui serait un juge forcément, on imagine, plutôt à orientation au moins fortement conservatrice, et c'est la raison pour laquelle il y en a 9, c'est que c'est justement pour éviter qu'il puisse y avoir des ballottages et des sujets qui sont pas tranchés par la Cour suprême. Donc ça permet de remettre un petit peu plus, encore une fois, en lumière cet enjeu et ce fonctionnement des États-Unis. Là aussi, si vous voulez le suivre, je t'ai déjà recommandé, mais je ne peux que vous inciter à écouter Washington DC, qui nous permet de suivre les élections présidentielles américaines ici en France, avec tous les enjeux qu'on connaît pour la tech, mais aussi avec leur pédagogie, et ils nous expliquent tous ces éléments-là de manière plutôt claire, c'est plutôt cool. Il y a des actions de la part des boîtes privées sur lesquelles on va s'attarder un petit peu, parce qu'elles sont là aussi dans le feu de l'actualité, c'est celle des réseaux sociaux, avec, on se lasse plus de relayer dans les épisodes de Tech Café, ce que Facebook et Twitter bloque et ne bloque pas, Guillaume. Là, il y a une belle avancée, mais qui donne une saveur un petit peu amère à ce côté progressif. C'est que il bloque des choses qui, quand on les regarde un petit peu de manière factuelle ici en France, ça nous paraît aberrant que ça n'ait pas été bloqué avant. Mais bon, où est-ce qu'on en est, Guillaume? C'est vrai, écoute, oui, c'est vrai, ça a pris plus de 10 ans, mais ça y est, Facebook s'est rendu compte que non, c'était pas ok de faire du révisionnisme, de nier ou de minimiser l'existence des camps de la mort. Oui, rien que ça. Parce que oui, depuis 2009, tout un tas d'associations, de politiques et même juste de gens l'exhortent à virer les négationnistes de l'Holocauste. Mais bon, c'était même presque devenu un argument publicitaire en fait. Ça prouvait la neutralité de Facebook, voilà, son respect absolu de la liberté d'expression. Voilà, genre, regardez, j'ai même des nazis. C'est pour dire. Alors tout le monde peut se tromper. Et bien après tout, c'est pas si grave si quelques utilisateurs dormaient en cours d'histoire et racontent n'importe quoi. Si c'est grave, écoute, 10 ans plus tard, 10 ans et un pays en vrac plus tard, un sondage relayé par Facebook lui-même indique qu'un quart des Américains entre 18 et 39 ans croient que l'Holocauste est un mythe ou un point de détail de l'histoire monté en épingle. Et là, voilà, Facebook réalise peut-être pour la première fois qu'il n'est pas un bête forum perdu du coin du net, tu vois, mais juste le plus puissant mass média du monde, et que les écrits haineux se traduisent par des actes haineux, parce qu'en 2019, quand même, le nombre d'actes antisémites a atteint un record aux États-Unis. Et donc finalement, Facebook n'autorise plus les contenus négationnistes dans la foulée de leur Twitter non plus. C'est une décision qui vient juste après celle de virer QAnon, comme l'a aussi fait d'ailleurs YouTube et TikTok tout dernièrement. Décision sage mais tardive, QAnon a pris des proportions énormes, elle dégouline jusqu'ici en Europe. C'est un phénomène qui est assez fascinant d'ailleurs, c'est un vrai scénario de comics qui est entretenu et enrichi en permanence en fait par une armée d'anonymes qui se connectent en permanence à des faits d'actualité et donc qui est cru maintenant littéralement par des millions de gens. Pourtant, je sais pas si tu te souviens, mais de l'origine de QAnon quoi. À la base, c'est des messages anonymes postés il y a 3 ans sur 4chan qui ont déclenché tout ça.
sur 4chan. Bien sûr. C'est-à-dire, c'est un endroit où n'importe quel allumé peut poster absolument n'importe quoi. Bon, je veux dire, pour le LOL, ça peut être fun un moment, tu vois. Mais de là à y croire, faut quand même pas pousser, quoi. Parce que bon, même pour un scénario de comics, en fait, c'est abusé. Enfin, je dis de comics, mais ça serait peut-être plutôt de jeu de rôle. Alors, il y a un mini... Oui. Et oui, carrément, il y a un mini-documentaire du Financial Times qui est fort intéressant à ce sujet. Hein. Le lien est dans les notes de l'émission, il est caché quelque part. Moi aussi, je peux faire mon mystérieux. Ouais, non, en fait, la vidéo, elle est juste dans le lien sur le mot QAnon. Donc ça va. Quoique, devriez pouvoir le trouver. Voilà, il y a peut-être des choses cachées sur la page de l'émission, on va savoir, hein, dissimulées au-delà des mots. Après tout, qui sait ce qu'on peut trouver quand on cherche vraiment. Mais bon, revenons à notre docu. Hein. Donc on y voit un YouTuber qui s'appelle Defango, qui aurait lancé le truc sur 4chan comme un jeu de rôle de grandeur nature, voilà, pour le fun, et pour piéger les mauvais journalistes. Un jeu dont il a perdu le contrôle au profit apparemment d'un certain Thomas Schoenberg, qui lui-même depuis aurait aussi perdu le contrôle. Donc Thomas Schoenberg, c'est pas un inconnu, hein, il aurait détourné le jeu de puzzle mystère Cicada. Alors Cicada, c'est un gros phénomène internet. Bon, il y a un épisode du podcast Distorsion qui en parle, si vous voulez, voilà, ils en parlent à loin, là, je rentre en travers, mais bon, Cicada est mort en 2016, je crois. Mais Schoenberg, lui, a repris le jeu, l'a réactualisé, et il aurait tourné vers un côté plus dark, qui rajoute un peu d'occultisme et des symboles chelous. Et en fait, il voudrait aussi, il a même tenté de détourner QAnon. En fait, il aurait réussi à détourner QAnon, donc de son propriétaire, si on peut dire comme ça. Il aurait fait croître lui-même avec d'autres thèmes, il aurait même créé des ponts entre Cicada 3301 et QAnon, via le compte d'une certaine Blanche-Neige. Donc, écoute, le documentaire est assez marrant à voir quand même, donc je vous encourage à le regarder, c'est en anglais, mais bon. QAnon a-t-il vraiment été créé de toutes pièces par Defango Schoenberg? C'est pas sûr du tout, faut quand même pas exagérer. Mais bon, QAnon a clairement des côtés jeux de rôle, quoi. C'est un complot gouvernemental assez classique, il y en a des quantités d'autres, je veux dire, tu peux imaginer les Illuminati, tu peux imaginer X-Files, tu peux imaginer tout ce que tu veux. Et puis bon, il y a des mystères, il y a des puzzles à résoudre, des connexions à faire soi-même via des recherches sur Internet, tu vois, tout ça c'est relié à des faits d'actualité, des éléments épars, mais qui sont soi-disant connectés et cohérents. Il y a un véritable aspect ludique en fait. Hein. Et puis c'est pas la première fois qu'une théorie du complot inventée pour le fun déraille. Le complot mondial des Illuminati d'ailleurs, je pense que ça dit un peu quelque chose à tout le monde. Et en fait, les Illuminati, c'est un mec qui a tout lancé, c'est ce mec qui s'appelle Robert Anton Wilson, qui publie dans Playboy de fausses lettres de lecteurs sur un soi-disant complot mondial. Voilà, il en publie plein, il publie aussi des contradictoires, il tisse des liens avec des faits réels, avec des faits historiques, et aujourd'hui, sa blague est une des théories du complot les plus répandues au monde. Alors, bon, fondamentalement, QAnon, ça pourrait être un peu pareil, voilà, mais c'est quand même devenu une réalité alternative séduisante, parce qu'elle est plus excitante que la vraie, en fait, et qu'elle met en scène un sauveur, surtout, un mec qui combat de manière souterraine les grands méchants, tu vois, les grands méchants du Deep State. Il y a une raison cachée à tous les problèmes, et il y a des héros mystères qui luttent pour les résoudre, bon, voilà. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, normalement, protéger et servir les citoyens, c'est le rôle de l'État, quoi, tu vois, c'est pas des justiciers mystérieux, on n'est pas dans des comics, mais voilà, c'est juste que la crise de confiance dans les institutions, dans les politiques, dans les médias, elle est telle, et bon, elle a été largement aidée par les réseaux sociaux, et il y a une réalité alternative, un fantasme, concrètement, un délire, qui parvient à s'enraciner. Et finalement, c'est cet échec institutionnel, tu vois, que révèle QAnon. Et ça se retrouve aussi dans l'affaire de New York Post et sur le fils de Biden. Ouais, alors on va y venir, et c'est vrai que je voyais aussi passer des études qui montrent les croyances à ce type de théories, on va qualifier pour le moins déviantes, qui ont été carrément accentuées dans le cadre des différents confinements. Je pense que les gens ayant consommé beaucoup plus le numérique, ça a encore accentué les choses. En tout cas, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion, et c'est ce que pensent les gens. En tout cas, ils sont encore plus sensibles à ça. Je me demandais en termes de temporalité si Facebook et Twitter, c'était pas le plus mauvais moment possible pour intervenir sur ce truc-là, sur les négationnismes notamment, et sur QAnon. C'est-à-dire, on est en pleine élection présidentielle, à quelques semaines même des élections présidentielles. En fait, il y a les votes qui ont commencé. C'est à se demander si ils pouvaient pas choisir un plus mauvais moment, parce que ça donne du crédit à n'importe qui en disant, tiens, vous voyez, en plus, regardez ces plateformes qui vont dans un sens plutôt que dans un autre, et vous voyez bien qu'il y a un problème quant à la censure qui est occasionnée par ces réseaux sociaux.
j'arrive à me demander s'il n'y avait pas un pire moment à prendre ce type de décision qui aurait dû être effectivement prise beaucoup plus tôt. Alors tu parlais en tout cas de cette affaire du New York Post. Là aussi, il faut que tu nous redétailles un petit peu ce qui se passe. Oui, c'est une affaire américaine, mais elle achève de mettre la pression sur les plateformes de réseaux sociaux et le climat est explosif. Et en fait, il est assez probable que des changements profonds s'opèrent dans un avenir proche et qui auraient des répercussions sur le fonctionnement des plateformes aux États-Unis et du coup absolument partout ailleurs. Puisque le climat est déjà tendu, donc on se souvient, on a parlé des auditions à la House Judiciary pour l'enquête en antitrust contre Amazon, Google, Facebook et Apple, donc on en avait parlé ici assez longuement. Eh bien, le rapport a été achevé, un rapport a été achevé, c'est quand même un rapport de 450 pages, où les GAFA se font littéralement défoncer. On peut y lire que les GAFA ont des positions dominantes, qu'elles sont prédatrices, qu'elles sont anticompétitives, qu'il faut les démanteler, qu'il faut interdire les acquisitions, il faut même aller jusqu'à revoir en profondeur la législation anti-monopole. Donc bon alors, pêle-mêle, Facebook est épinglé sur les données et les rachats, Apple sur l'App Store, Google parce qu'il promeut ses propres services, et Amazon pour à peu près tout Amazon. Donc, moi c'est facile, on lui met le package complet. Donc le rapport est accablant, et globalement il est bipartisan, puisqu'il y a il y a plusieurs républicains qui sont exprimés, qui sont globalement d'accord avec. Donc ça sent un peu le roussi, et puis c'est loin d'être le seul angle d'attaque, puisqu'il y a aussi la sempiternelle question du contenu avec la section 230 qui revient en force. Donc il y a le FCC, le scandale du New York Post. Alors, c'est les gros titres ces derniers temps. Le New York Post a publié un article révélant des emails volés de Hunter Biden qui prouverait que Joe Biden a utilisé sa position de vice-président pour favoriser la carrière de son fils chez Burisma. Bon, alors, sans avoir d'avis définitif, pas dans le secret des dieux non plus, faut quand même être prudent avec ce genre d'article. Le New York Post, c'est un tabloïd. Les données, elles ont été données au journal par Rudy Giuliani, qui les aurait eues d'un réparateur de PC partisan de Trump, qui aurait eu le portable de Biden. Donc ce sont des données volées, avec une longue chaîne, au cours de laquelle il a pu se passer pas mal de trucs, et au milieu de la chaîne, il y a Rudy Giuliani. Et selon les renseignements américains, c'est avéré, les renseignements américains affirment qu'il aurait été utilisé par des espions russes pour fournir de fausses informations à Trump. C'est une enquête du Washington Post qui l'assure. Bon. Donc les services secrets auraient d'ailleurs prévenu Trump que Rudy était manipulé par les Russes. Donc voilà, d'ailleurs selon le Business Insider, certains journalistes du Post, eux-mêmes, sont sceptiques. N'ont pas voulu. Voilà, il y a 2 co-auteurs qui ont refusé de signer l'article. Bon, bien conscient de ça, Facebook a limité le reach de l'article et il a filé au fact-checker, mais Twitter a fait plus fort, en fait, il a viré tout lien vers l'article. Et là, tollé. Et il empêche de publier des nouveaux tweets qui font un lien vers l'article en plus. Oui, absolument. Donc vraiment, il a banni l'article. Bon, donc là, il y a eu un tollé, et après, j'allais dire évidemment, alors que, quand même, rappelons des trucs, c'est que c'est son droit, à Twitter. Parce que, déjà, il avait une politique de ne pas publier les données perso issues de vol ou de hack, et en plus, écoute, Twitter, il bénéficie du premier amendement, donc il a parfaitement le droit de ne pas publier ce qu'il n'a pas envie de publier, c'est sa liberté d'expression. Donc ça n'a pas empêché Jack Dorsey de recevoir une assignation par le Sénat, puisque les sénateurs américains estiment que ça interfère avec le processus électoral, donc on croit rêver, puisque Twitter, dans ce cas, n'a même pas besoin de la section 230. Le premier amendement suffit, il dit ce qu'il veut. Mais bon, au-delà de la légalité de tout ça, évidemment, tout ce bordel soulève énormément de questions. Bon, déjà, on peut se poser la question. Est-ce que la décision de Twitter est la bonne? Dans le sens, a-t-elle été utile? Et la réponse, apparemment, est non. Parce que selon Signal Labs, les partages de l'article ont doublé après la ban de Twitter. Donc c'est un cas d'école d'effet Streisand, a priori. Ouais, c'est typique sur les réseaux sociaux, sur les réseaux connectés. Quand il y a quelque chose qu'on veut expressément empêcher, malheureusement, ça attire l'attention dessus bien plus fortement qu'autre chose. Oui, alors ça peut être un effet Streisand où il n'y a pas de relation de cause à effet, elle n'est pas certaine, si tu veux. Mais bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Ça peut. Donc ça pourrait. Et bon, ensuite, ça montre aussi à quel point on considère Facebook et Twitter comme, de fait, les seules plateformes qui comptent, quoi. Donc c'est vrai, quand tu parles de monopole, après, non, monopole, je vois pas pourquoi. Bon, pour finir, on revient à la crise de confiance monstrueuse du pays, quoi. Ce pays a des médias, ce pays a des journaux, il y en a plein, il y a des chaînes de TV, il y en a plein, il y a des institutions, il y a le FBI, les FBI, c'est quand même les héros de nombre incalculable de séries télé, tu vois. Absolument, bon, X-Files. N'est-ce pas? Bon, non mais je veux dire, voilà, le FBI, quoi. Et bon, des trucs relayés par random sur Facebook ou Twitter, je sais pas, ça devrait être mis en regard avec d'autres sources, tu vois, fiables, qui en a confiance, tu vois, mais finalement, non. La modération sur Twitter, on a l'impression que c'est devenu l'enjeu ultime de la désinformation, comme si rien d'autre n'existait, tu vois. Un article de New York Times, on s'en fout, une vidéo sur YouTube, c'est pareil, un chat Reddit, c'est pareil, un communiqué du CDC, c'est pareil, un playback TikTok, c'est pareil, maintenant, bientôt, je sais pas, enfin,
C'est terrible de voir que les plateformes ont acquis une puissance démesurée et un crédit démesuré, mais c'est aussi parce que la confiance dans les alternatives s'est érodée, en fait. Elles ont profité juste de la crise de confiance globale qu'il y a dans le pays. C'est vrai que c'est quand même extrêmement dommage. C'est vrai que la lumière est attirée plus sur le partage de l'article que sur l'article lui-même. C'est dire à quel point il y a effectivement cet enjeu du partage et on peut se demander effectivement, enfin non, on peut pas se le demander, mais on peut que réfléchir sur la place qui est prise clairement par ces réseaux. Je me demandais pourquoi est-ce que finalement Twitter n'aurait pas plutôt contextualiser la diffusion des tweets avec ces adresses comme ils l'ont fait pour certaines prises de parole de Donald Trump. Je me demande si c'était pas plus pertinent, plus judicieux finalement, même si encore une fois ils ont complètement le droit de comme tu l'as expliqué, d'empêcher le partage. Mais est-ce que finalement ça aurait pas été plus approprié? Est-ce qu'il y aurait pas eu moins l'attention attirée sur ce genre de choses? Je sais pas ce que tu en penses. Possible. Ils ont expliqué de toute façon qu'au début ils l'ont viré parce que ça venait d'un hack ou assimilé, c'est-à-dire un vol de données, et qui de toute façon ils interdisent le vol de données. Donc en fait ça faisait partie de leur politique voilà. Donc ils l'ont viré sans plus se poser de questions. Peut-être qu'ils auraient dû se poser des questions et se demander la meilleure marche à suivre, ça c'est possible. On les sent démunis en fait, on les sent avancer tardivement, un peu à marche forcée et sans doute pas de manière hyper appropriée. Et tu parlais peut-être d'organismes plus officiels, plus gouvernementaux pour gérer des éléments. Encore faut-il qu'ils puissent se dimensionner d'un point de vue ressources à la fois humaines et technologiques. Et c'est sans doute pas forcément évident, je pense non plus. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais c'est en tout cas pas initié pour aller dans ce sens-là. Facebook qui en tout cas fait des belles actions. Guillaume, tu voulais terminer sur une belle action, ça se voit. Oui, en conjonction, j'avais parlé de la FCC, là, parce que là aussi il y a une petite nouveauté, puisque la FCC, donc via AgitPy, a décidé de donner suite à la demande de Donald Trump de réviser la section 230, pour soi-disant empêcher la censure des voix de droite. Curieux revirement, d'ailleurs, pour AgitPy, qui a toujours été non interventionniste, jusqu'à laisser les coups des franches aux opérateurs pour faire n'importe quoi. Voilà qu'ils souhaitent soudain dicter ce que les sites publient ou non. Bon, voilà. Enfin, des recommandations devraient suivre quand on ne sait pas. Trump pousse à la roue, évidemment. Il a même remplacé un commissaire qui n'allait pas dans son sens. Mais bon, le plus drôle dans cette histoire de biais à gauche de Facebook, c'est qu'en 2017, il aurait changé intentionnellement l'algorithme de son newsfeed pour réduire la visibilité des sites marqués à gauche. Des sites comme Mother Jones, donc Mother Jones d'ailleurs qui a vu un déclin de plus de $600 000 de revenus suite à ça. Ça les a largement impactés, tu peux imaginer. Donc jusqu'ici, Mother Jones avait publiquement laissé à Facebook le bénéfice du doute. L'algorithme changeait, bon voilà, sans viser personne en particulier, c'est pas de chance, soi-disant. Bon en fait, le Wall Street Journal confirmerait qu'il s'agissait bien d'un acte délibéré pour ne pas avoir l'air d'être biaisé anti-conservateur. Bon là c'est gagné, tout le monde le déteste. C'est clair et net. Enfin, bon. Sauf les Anglais, effectivement, de Bletchley Park. Tu as raison. Terminons sur une note positive, puisque le site de la bombe de Turing, là où les Anglais avaient leur machine de déchiffrement pour les messages codés allemands, donc voilà, le film Imitation Game en parle. On peut parler de la justesse historique d'Imitation Game, mais bon, moi j'ai bien aimé en tout cas. En tout cas, ça présente ce truc-là, et donc c'est devenu un musée, ce site-là, et c'est un musée qui est en grave difficulté à cause du Covid. Donc Facebook a fait don de 1 million de livres pour aider le site à perdurer, malgré tout. Donc espérons que ça suffise, parce que Bletchley Park, c'est aussi le lieu où fut conçu le Colossus, le premier ordinateur, et selon les experts quand même, le travail de renseignement qui a été fait à Bletchley Park aurait réduit la durée de la guerre d'au moins 2 ans. Donc c'est quand même un nombre incalculable de vies sauvées par les mathématiques. Et ça c'est beau. C'est beau et c'est à mettre en regard. Alors c'est compliqué de comparer les deux, mais mettre en regard des éléments qu'on a décrits avant, que tu as expliqué dans cette rubrique, Guillaume. On va tourner la page de nos environnements un peu politiques et c'est vrai qu'on parle beaucoup des États-Unis, de l'Amérique, mais je pense que c'est là aussi où se passe le cœur un peu le moteur des outils qu'on utilise, y compris nous aussi en Europe. Donc c'est intéressant de suivre tout ça pour connaître un petit peu comment fonctionnent ces services-là. Mais donc on va passer à une rubrique plus futuriste en technologie. On va commencer en parlant d'une initiative qui vise à proposer
Bon, en fait, réfléchissons ensemble, Guillaume. C'est bien joli, là, nos réseaux 4G, 5G, mais il y a quand même un gros problème avec ces antennes, c'est qu'elles ne bougent pas. Ce serait pas formidable de pouvoir faire bouger des antennes, Guillaume? On peut les faire bouger, mais en fait, ce serait encore mieux, c'est qu'on les voit pas, qu'elles soient en haut, qu'elles soient dans la stratosphère. Ah ouais. Et c'est maintenant possible, puisque l'Internet dans les zones reculées sans câble et sans satellite, puisqu'il n'y a pas que SpaceX dans la vie, c'est possible avec des avions qui sont aussi des antennes relais. Alors, c'est des avions antennes qui volent très très haut, je suis quand même dans les 20 km d'altitude, qui couvrent donc de très très grandes zones, et ils volent longtemps. En fait, typiquement, ils volent des mois, en fait, sans atterrir. Et pour ça, ils ont d'énormes ailes, 78 mètres d'envergure, qui sont des ailes qui sont couvertes de panneaux solaires, qui alimentent les 10 propulseurs, qui le maintiennent en l'air, et qui le font voler donc à une vitesse qui est très très pépère pour un avion, puisque c'est des 110 km/h maximum. Et le but, c'est juste de maximiser la portance, et de planer à moitié pendant des mois, comme ça. Le truc s'appelle le Sun Glider, d'ailleurs. Et ils sont complètement autonomes, donc ils corrigent tout seuls leur altitude, leur cap, en fonction des vents, et ils sont très très au-dessus des vols commerciaux, donc il n'y a aucun risque de collision, sauf panne évidemment, mais bon, nul doute qu'il y a, s'il y a une flotte de ces trucs, il y aura aussi, elles seront monitorées en permanence par des tours de contrôle. Pour le moment, le Sun Glider de Google et SoftBank, donc c'est envolé du Nouveau-Mexique, et il a relayé la 4G sans problème, pendant plus de 5 heures, en vol stratosphérique. Alors stratosphérique, c'est-à-dire moins 73 degrés, des vents à plus de 100 km/h, bon voilà, ça me rappelle un peu le Mont Ventoux. C'est les souvenirs que t'as du Mont Ventoux. Absolument. C'est l'impression que ça m'a fait. Écoute, formidable. Et c'est vrai qu'en fait, c'est les mêmes mécaniques que les satellites qu'on décrit dans SpaceX, sauf que au lieu de tourner autour de la Terre, ils volent. En fait, c'est ça la différence principale. Oui, c'est ça. Sinon, c'est le même principe. C'est au lieu de tourner autour de la Terre par la gravité, ils volent. Super. Donc, du coup, ça apporte Internet dans les endroits les plus reculés, c'est ça? Exactement. Mais donc Sun Glider, ouais, comme tu dis, c'est une sorte d'alternative à SpaceX. Alors bon, une alternative peut-être pas, c'est un complément, je sais pas trop, puisque SpaceX aussi est censé apporter Internet dans les zones reculées. D'ailleurs, il a apporté Internet à une tribu indienne dans un coin paumé de l'État de Washington. Et ben ils sont contents, ça fait 8 ans qu'ils tentent d'avoir Internet. Alors bon, la réserve n'est pas énorme. Ils attendaient la livebox d'Orange, elle est jamais venue, mais... Ah bah non, je pense. Donc donc ces pauvres 28 familles, 116 personnes, donc ont été catapultées dans le 21e siècle par SpaceX. T'imagines la claque. Et ouais, ce mois-ci, d'ailleurs, il a encore lancé 60 satellites, et donc il en a plus de 700 en l'air, qui sont prêts à entrer en bêta public. Donc ils en ont envoyé 835, en 1 an et demi quand même. Et ça repart. Il y en a 3% qui sont en erreur, j'ai vu. Oui, déjà, c'est pas... Ça craint beaucoup, parce que ça fait pas très très longtemps quand même. Donc faut voir. Bah oui. Et puis, est difficile d'aller réparer le satellite, quoi. Donc, t'es obligé de le laisser crever doucement, c'est embêtant. Ouais, bon, ils peuvent le faire tomber, je pense, s'ils veulent vraiment le faire tomber. Je sais pas comment ils vont faire, enfin, il faudra regarder à quel point c'est grave, mais effectivement, c'est un petit peu étrange. Bon, pour le coup, ils sont quand même dans une routine de on envoie, quoi. C'est devenu une routine d'envoyer des trucs, et ça, c'est devenu possible, en fait, cette routine d'envoyer 60 satellites comme qui rigolent, parce que ils réutilisent des fusées beaucoup, en fait. Dimanche dernier, il y a une Falcon 9, en fait, qui partait pour l'espace une 6e fois, et c'était pas la première fois, mais c'était quand même la 6e fois. C'est fou, hein. Bon, ça s'use quand même, mais bon, l'objectif, c'est d'y lancer par fusée, et donc c'est déjà 10 fois mieux qu'avant. D'autant que SpaceX essaye aussi de réutiliser d'autres éléments, comme la coque de protection des satellites. Donc celle de dimanche, par exemple, elle en était à son 3e lancé. Donc tout ça pour dire que la constellation se met en place à une vitesse étonnante, et qu'elle va bientôt pouvoir être enfin testée vraiment, quoi. Alors, tous les appareils sont pas encore en place, puisque une fois que les satellites arrivent, en fait, ils voyagent jusqu'à leur point, enfin, jusqu'à là où ils doivent être, quoi. Donc ils peuvent mettre des mois, en fait, à se placer. Musk a annoncé une bêta pour cet automne, donc peut-être novembre, on pourra avoir des tests publics. Là, les tout premiers révèlent des vitesses entre 11 et 60 mégabits par seconde, et entre 5 et 18 en upload, donc mégabits par seconde, pour des latences qui varient entre 20 et 94 millisecondes. Donc c'est correct, mais c'est pas incroyable, Voilà, pour vous donner une idée, moi j'ai la fibre en centre-ville, donc c'est à peu près le meilleur truc, quoi, le meilleur truc possible, et j'ai un ping sous les 10 millisecondes, avec des débits largement meilleurs. Donc ça va pas ringarniser la fibre tout de suite, y a pas de souci, mais ça peut être une solution pour plein de gens, en fait, plein de zones. Et pour Sun Glider, disons que je pense que les avions sont pour les zones vraiment éloignées et peu peuplées, ne serait-ce que parce que s'ils tombent, voilà quoi. Alors que Starlink, parce que Starlink, si ça tombe, ça se désintégrera probablement avant d'atteindre mon crâne. Par contre, 78 mètres d'aile et 10 moteurs, je pense que si je les prends sur la tronche, je vais le sentir. Donc je pense que c'est assez complémentaire en fait comme solution.
Bon, ce qui pourrait te faire mal si ça te tombait sur le coin de la tête, Guillaume, mais probablement pas qu'à toi, ce serait un astéroïde. D'ailleurs, c'est un sujet qui est relayé dans Armageddon, ce fameux film, où il y a une équipe de forage qui va aller planter une bombe nucléaire sur un satellite. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo de 12 Parsec, qui est une chaîne YouTube, où il a fait une vidéo dédiée à Armageddon, à ce film. C'est hyper bien fait, sa vidéo est très 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 drôle, mais en tout cas ça reste une vraie mission, celle qui vise à nous détourner de potentiellement la source d'un cataclysme qui pourrait nous tomber sur le coin de la tête. On en est où là-dessus? Ben oui, écoute, alors que Osiris Rex aussi, franchement, il doit appeler n'importe comment ce propre satellite. Osiris Rex, donc, va dès demain aller gratouiller la surface de l'astéroïde Bennu, pour nous rapporter du gravier. Et ben DART, lui, c'est une mission qui est beaucoup plus violente, puisque sa mission, c'est d'aller s'écraser la gueule à 24 000 km/h sur un caillou du nom de Dimorphos. Bon, c'est pour la bonne cause, c'est la première expérience de déflexion d'un astéroïde qu'on fasse. Donc Dimorphos, c'est un truc qui fait 150 mètres à peu près, et il tourne autour de, en orbite, il est en orbite autour de Didyme, qui lui fait à peu près dans les 800 mètres. Donc ces trucs sont... C'est qui Didyme? C'est le pote du coin, c'est qui? Didyme. Et ces trucs sont minuscules en fait, et ils sont très très loin, on sait pas exactement à quoi ils ressemblent, mais bon, l'option patatoïde est très probable d'ailleurs. Et DART donc doit y aller, alors... C'est pas encore parti, DART partira dans un peu plus d'un an, dans une Falcon 9 d'ailleurs, et il ira faire un petit tour autour du Soleil pour s'accélérer un max et revenir se prendre full frontal Dimorphos. Ce qui devrait lui provoquer une petite chatouille. Voilà, on compte modifier sa vitesse d'environ 1 mm par seconde. Bon ok, c'est peu, mais voilà, on repère les astéroïdes de très loin, et la Terre elle-même bouge, elle bouge assez vite en fait, puisqu'elle bouge de 12 000 km toutes les 7 minutes. Donc une modification de 10 minutes du moment de l'impact, ça suffit pour passer d'Armageddon à une observation pépère au télescope à la fraîche avec un Morito. Donc ça fait une grosse différence. Parce que sympa quand même. Tu as raison, Bruce Willis a réveillé les consciences. Puisqu'en 98, et oui, c'est une grosse coïncidence, je sais pas si c'est une coïncidence, en tous les cas, c'est effectivement aussi la date de sortie du film. En 98, la NASA a lancé un programme de recensement des corps de plus de 1 km autour de nous. En 2005, ce sont les corps de plus de 140 mètres qui ont été recensés. Bon, c'est pas idiot parce que 1 km, c'est l'apocalypse, tout simplement. 140 mètres, c'est juste une énorme catastrophe. Donc, mais quand même. C'est bien de quand même aller au niveau de l'énorme catastrophe. Oui, même. C'est pas mal. Alors le boulot se poursuit, puis toujours d'ailleurs, et depuis 2016, on a aussi le Planetary Defense Coordination Office, qui est là pour coordonner la réponse à une menace de ce type. Et des réponses, en fait, il y en a plusieurs, du gros missile nucléaire à l'enclume qu'on jette très 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 fort. DART, c'est un petit peu ça, c'est un test pour voir s'il est vraiment possible d'influer subtilement mais significativement sur un astéroïde, pour le dissuader de nous tomber dessus, en fait, si on s'y prend suffisamment tôt, évidemment. Dans l'espace, les distances sont énormes, et les vitesses aussi, donc il faut être précis et planifier très très à l'avance. Et DART est très sophistiqué. Bon, déjà, c'est un véhicule double qui va lancer une sonde, un CubeSat, qui s'appelle LysiaCube, avant de s'écraser. Donc LysiaCube va être largué, et c'est lui qui va enregistrer et mesurer le spectacle. Et ensuite, il sera, lui par contre, DART, il est complètement autonome, puisqu'il n'est pas du tout piloté, et comme les trucs sont très petits, il faut qu'il s'ajuste très précisément au dernier moment. Donc en fait, c'est un drone autonome qui dispose de boosters, qui va s'ajuster et trouver tout seul sa cible. Alors, pourquoi on a choisi Dimorphos et Didyme, là? Pourquoi Didyme? Effectivement, on a choisi ce petit truc là qui gravite autour d'un truc un peu moins petit, parce qu'en fait, Didyme et Dimorphos, c'est une véritable horloge. On connaît très bien leur période. On sait qu'en 12 heures, on sait qu'ils tournent comme une horloge, quoi. Et après l'impact, on devrait avoir déréglé un petit peu cette horloge. Donc on saura si on peut réalistement dévier un astéroïde doucement, sans explosion nucléaire monstrueuse, qui pourrait faire des gros bouts, qui pourrait aussi nous tomber sur la tronche. Ça devient presque philosophique par certains aspects, et tu vas peut-être te moquer de moi, mais on est en train de dessiner des actions de l'homme qui vont potentiellement, et dans une mesure assez négligeable, modifier l'univers tel qu'il est présent, entre guillemets, naturellement. Alors attention, ça reste très à la marge, il me semble très compliqué d'aller modifier de manière très profonde l'espace environnant de la Terre. Il y a des problèmes bien plus graves à se poser en termes de pollution lumineuse, mais pour nous, ça fait une grosse différence quand même. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc oui, mais ça m'étonne, tu as raison, c'est une influence au niveau de l'univers qui
Qui, si on porte le raisonnement jusqu'au bout, peut faire une différence qui est de l'ordre de la période, est-ce qu'une civilisation perdure ou pas? Donc c'est quand même, oui, c'est fact comme enjeu. Oui. Oui, c'est vrai que c'est le gros enjeu. C'est la classe d'ailleurs, si on y arrive, je trouve. C'est quand même la sacrée classe. Bon, très bien. On va reparler un petit peu de SpaceX qui a signé un bon contrat, Guillaume. Oui, SpaceX toujours, oui, on n'en sort pas finalement. Il vient d'avoir un contrat avec les militaires de 149 millions de dollars pour construire des satellites de détection et de suivi des missiles hypersoniques. Oui, parce qu'on ça fait du bien dans le compte en banque, ça. Oui, ouais. Bah alors, on n'arrête pas de progrès, parce que les missiles hypersoniques, au passage, c'est un super progrès. Tu sais qu'on avait des missiles balistiques. Donc, comme leur nom l'indique, il a mis un missile balistique, c'est un truc qui accélère très 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 fort, qui va jusque dans l'espace, littéralement, puis qui se laisse tomber sur une énorme parabole pour tuer des millions de gens dans un pays voisin. Mais méchant. Donc, ou pas si voisin que ça, en fait. Ah bah si, pas si éloigné, oui, non, je veux dire pas si voisin, ça, dans le sens où ça peut être très très éloigné, évidemment, ça peut être intercontinental. C'est ça. Si on veut. Donc, la deuxième partie du voyage, du coup, est en mode chute libre. Donc, les missiles balistiques sont interceptables parce qu'ils peuvent pas manœuvrer une fois lancés. Donc, en gros, une fois qu'ils sont lancés, on peut voir, si on mesure, on peut calculer où est-ce qu'ils vont tomber, globalement. Et donc il y a des systèmes anti-missiles, et ça c'est embêtant ça, les systèmes anti-missiles, et qu'est-ce que je fais de mes millions de victimes alors? Ça va pas. Heureusement, c'est sans compter sur le génie des ingénieurs, parce que voici venir les missiles hypersoniques. Le principe est simple, c'est un missile de croisière mais spatial, donc capable de manœuvrer à des vitesses hypersoniques, c'est-à-dire Mach 5 ou plus. Donc ils volent un peu moins haut, mais c'est toujours au-delà de la stratosphère, c'est toujours dans l'espace, et ils peuvent contourner des zones où il y a des détecteurs, voire peut-être éviter d'ailleurs les contre-mesures, puisque de toute façon leur trajectoire est libre, en tout cas elle peut être modifiée à tout moment. Donc c'est génial, et mine de rien c'est une révolution dans le domaine de la défense stratégique, et ça inquiète énormément de monde. C'est une menace assez nouvelle. Donc les Japonais par exemple relancent les investissements dans les techs de missiles, et les Russes auraient déjà des missiles hypersoniques, les Kinzhal et les Zircon, et les Chinois et les Coréens seraient en train d'en développer. D'où l'idée de surveiller ces trucs depuis l'espace, puisque ce sont littéralement des fusées spatiales de toute façon. Donc SpaceX, avec le Department of Defense, a un projet de constellation, oui encore une, désolé, 500 satellites pour créer une couche de capteurs en orbite basse et détecter très vite les missiles hypersoniques. En fait, il y aura deux couches d'ailleurs, il y aura une couche de détection et une autre de communication et de suivi, qui sera faite par L3 Harris, L3 Harris, je sais pas comment vous voulez, et donc par SpaceX, et voilà, donc oui, la guerre se déplace toujours un peu plus dans l'espace. Donc je sais pas, dans le futur, est-ce qu'on aura des affrontements entre les Space Force comme ça, avec ça va ressembler à quoi? Les combats dans le futur, les combats dans l'espace? En fait, tu sais à quoi ça va ressembler? À Star Wars, avec des piou-piou, des X-Wing, non? Non, ça va ressembler à ton cours de mécanique en fac. Oh merde, c'est chiant. Un peu, bah oui, l'espace c'est énorme, les satellites bougent tout le temps, mais manœuvrent très doucement, et puis en plus sont prévisibles. Donc bah ouais, c'est possible de leur lancer des missiles sur la gueule, ou de brouiller les signaux, on peut même faire des appareils spatiaux qui pourraient monter les détruire. C'est pas difficile à détruire en satellite, si tu balances une grosse clé à molette assez fort, c'est bon quoi, tu vois, mais il faut quand même bien calculer ton coup, et pas le rater. C'est là que le cours de fac... Et bon, le principal problème finalement, c'est que péter un satellite, après, ça fait des poubelles qui peuvent venir te pourrir la vie sur ta propre orbite, alors bon, faut peut-être éviter. D'ailleurs, tu remarques que dans les films de combats spatiaux, on se soucie jamais des poubelles, T'imagines les poubelles qu'il doit y avoir autour de Endor? Tu peux plus voler tranquille, comment tu fais? On parle jamais de ça. C'est vrai que ça doit être l'enfer. C'est vrai que ça doit être compliqué de naviguer parmi tous les débris, on n'y pense pas assez. Mais alors justement, tu fais ce type de clin d'œil, je t'invite vraiment, si tu connais pas, à aller regarder la chaîne de 12 parsec où il y a plein de petites réflexions comme ça, saugrenues par rapport à ce qu'on peut voir dans les films. C'est savoureux. Allez, on passe encore une étape dans les films du futur qui se rapprochent et qu'on va voir arriver dans notre quotidien, parce qu'on a, alors après les écrans transparents, on a aussi les écrans, tu sais, où il y a des hologrammes. Alors qui se souvient, qui a pu oublier le message de la princesse Leia qui est projeté par D2R2. On peut dire que c'est une projection holographique. Alors est-ce qu'on se rapproche un petit peu de ces technologies-là, Guillaume? On l'a même carrément dépassé, parce que c'est tout pourri le truc de Star Wars à côté de ce qui se fait maintenant. Puisque Sony vient de sortir son Spatial Reality Display. Bon, ça coûte $5000. Pour $5000, vous avez un écran 15 pouces. C'est pas beaucoup, c'est un écran 15 pouces 4K néanmoins, mais la particularité de cet écran 15 pouces, c'est qu'il est 3D, mais il est vraiment en relief. Alors en réalité, c'est pas du tout un truc complètement fou, révolutionnaire. C'est juste de la 3D stéréoscopique. Comme sur la New 3DS, et c'est vraiment le même système, dans le sens où c'est du lenticulaire, comme la New 3DS, et que pour optimiser le rendu, il y a un suivi de la tête et des yeux.
pour savoir où sont tes yeux et ajuster comme ça les doubles images. Donc en fait c'est de la stéréoscopie 3D mais faite de haut de gamme avec voilà un truc à 5000 balles, donc tu imagines que c'est du très très haut de gamme et le résultat est extrêmement impressionnant. Tant qu'en fait ça ne sort pas du cadre, parce qu'évidemment quand ça sort du cadre c'est coupé, et ben t'as l'impression d'avoir vraiment quelque chose de solide devant toi, parce qu'évidemment avec tu imagines aussi qu'avec des images de synthèse en temps réel de très haute qualité, tu peux avoir carrément des vrais hologrammes que tu peux manipuler et que tu peux partager à loisir, donc c'est vraiment très impressionnant, mais ça fait que 15 pouces. Et c'est très cher. Donc c'est pour les pros, évidemment, mais sachez que ça existe, hein, la New 3DS a un avatar professionnel, et il s'appelle le Reality Display. Et bon, pour finir avec les trucs, ironiquement un petit peu science-fiction, il y a un truc que moi j'attends depuis très longtemps, et qui ne vient pas, ça m'énerve, c'est les liseuses à encre électronique couleur. Parce que ça fait un bail qu'on a des liseuses à encre électronique, hein, qui sont en noir et blanc, avec des niveaux de gris, tout ça. Et moi j'attends des trucs en couleur. Et en fait, ça existe, c'est ça le problème. Mais ça ne sort pas. Alors ça existe, et aussi Pourquoi ? il y a des soucis, parce que c'est beaucoup plus cher, parce que il faut mettre des filtres colorés, et qu'en gros, si tu mets des filtres colorés, ça veut dire qu'il faut plusieurs pixels pour faire un pixel. Et donc, tu perds en résolution. Et c'est exactement ce qui arrive au Pocketbook, puisque ça y est, enfin, une liseuse couleur qui est à peu près crédible vient de sortir. Le problème, c'est qu'elle a qu'elle a deux énormes inconvénients. Donc c'est le Pocketbook, hein, ça s'appelle le Pocketbook. C'est un truc qui est fait en Suisse d'ailleurs. J'adore. Et c'est donc une liseuse qui a l'air absolument normale, hein, qui fait 6 pouces. Donc qui est vraiment... Une belle définition au passage. Non, alors, qui a une définition qui est bonne en couleur, non, pas si mais toute pourrie en noir et blanc. Parce qu'en fait, en noir et blanc, elle utilise les pixels couleurs, quoi. Donc si tu veux, le problème des pixels couleurs, c'est qu'ils sont plus gros, puisque, enfin, tu vois, pour faire du noir, il faut 3 pixels couleurs, mais noir, quoi. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que tu as malheureusement, hein, tu as une vraie liseuse couleur, qui a une résolution donc sur 6 pouces de 1072 par 1448, mais qui est trop petit pour le contenu couleur, puisqu'évidemment, si tu lis des comics, typiquement, ou des journaux, ou des magazines, tu vas voir un truc des BD belges. Ou des BD belges, évidemment, tu vas avoir un truc trop petit. Et donc, le problème, c'est que donc c'est trop petit pour le contenu couleur, et que si tu lis du contenu noir et blanc, tu auras une définition qui sera moins bonne qu'une truc noir et blanc, puisqu'elle est couleur, et que donc, à cause des filtres, tu auras 3 fois moins de résolution. Donc, c'est pas assez bon pour le noir et blanc, et c'est trop petit pour le contenu couleur. Bon, tant pis, j'attends encore, mais bon, ça existe, et c'est déjà bien que ça existe tout court. Ça fait penser un peu à la couleur des films qui étaient en noir et blanc et qui ont été colorisés. Tu sais, c'est pas pétant, quoi. Non, on est loin des écrans des smartphones Samsung. Oui, mais bon, après, c'est pas la même chose. C'est des écrans passifs, c'est des écrans réflectifs, tu vois, les utiliser au soleil ou avec une lumière assez forte. Bien sûr. Mais tu as raison, attention. Le contraste n'est pas non plus optimal, tu as raison aussi. Mais ça viendra peut-être, je suis sûr que ça va continuer à progresser, c'est forcément une attente, et puis tôt ou tard je suis sûr que tu pourras t'équiper d'une liseuse couleur. Tu sais alors c'est vrai qu'on adore lire, Guillaume, on adore de manière générale la pop culture, en fait on parle de BD, etc. Donc c'est aussi l'occasion pour moi, de vous souligner le fait que vous avez probablement pas écouté Paraculte. Paraculte, c'est un autre podcast qu'on fait avec Guillaume Poggiaspala, il n'y a pas que nous deux, hein. Il y a des épisodes avec l'ami Tom notamment, on parle de jeux vidéo, et je pense que vous n'êtes pas assez nombreux à avoir écouter un petit peu Paraculte. Et il fut un temps, on faisait des épisodes, des contenus bonus dans Tech Café, on les fait plus, mais à la place, vous avez des épisodes bien plus complets sur la pop culture. Donc allez jeter un coup d'œil. Paraculte, ça s'écrit comme ça se prononce, et ce sera peut-être une chouette découverte pour vous qui complétera Tech Café. Je vais compléter, j'ai perdu le fil parce que je n'avais pas prévu de faire cette petite auto-promo complémentaire, mais je vais retrouver mon fil tout de suite. Oui, on va parler d'un petit peu des algorithmes d'intelligence artificielle, et notamment là, des petites avancées sur la voiture autonome. Alors c'est pas forcément des avancées technologiques, mais des signes qui montrent que ça se déploie petit à petit. Bah oui, écoute, faisons un petit tunnel intelligence artificielle avec des petites news comme celle de Waymo qui se lance enfin officiellement pour le grand public. Donc c'est toujours dans la banlieue de Phoenix par contre, mais cette fois ce sera sans chauffeur à bord du tout. Parce que jusqu'à présent c'était pour des petits groupes de gens avec des chauffeurs de sécurité. Là les voitures seront monitorées à distance par des opérateurs, ce qui est clairement un pas de plus vers la rentabilité, parce que si tu as une voiture autonome mais que tu dois quand même payer un chauffeur, ça sert à rien. Donc là, tu vas devoir payer un opérateur distant, mais il est probable que cet opérateur surveille en fait plusieurs voitures, et donc la rentabilité sera largement meilleure. Bon après, voilà, donc les voitures autonomes avancent petit à petit, hein, on n'est pas encore sur des taxis tout-terrain, sous la neige, dans la circulation napolitaine, mais bon,
ça roule pépère, ça avance pépère, on va dire. Et bon, puisqu'on est sur Google, on a un nouvel algorithme aussi de reconnaissance de la musique. Enfin non, ça reconnaît votre fredonnement. Donc, comme dans le pub Fnac, je sais pas si vous connaissez de cette pub, vous fredonnez une chanson et il vous retrouve l'album. Enfin, le plus souvent. Numérama l'a testé, et ça marche pas si mal. Parce que bon, quand ça marche pas, on peut toujours dire que c'est toi qui chantes mal. Donc, de toute façon, c'est pratique. Moi, je l'ai testé en fredonnant des chansons de soprano. Alors, il me l'a trouvé parce que il me disait à 58%, c'était le premier résultat, que c'était cette chanson-là. Les autres étaient à des... en fait, il te fait 3 réponses. Il te fait une réponse très probable, 2 autres un peu moins probables, au cas où, pour qu'il puisse se rattraper. Bah, en fait, je suis assez bluffé. Ça marche plutôt pas mal. Eh ben oui, écoute, alors Google encore d'ailleurs, avec un nouvel algorithme pour améliorer son moteur de recherche, donc... Tu sais qu'une recherche sur 10 est mal orthographiée. Bon, ça c'est en moyenne, parce que moi c'est 9 sur 10, hein, probablement. Donc, bah oui, donc, du coup, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc, il faut un réseau de 680 millions de paramètres, hein, qui va permettre de comprendre même les pires requêtes rédigées à l'arrache par ton petit cousin en échec scolaire. Et tout ça en moins de 3 millisecondes. Donc, merci Google, hein, merci Google de tout faire pour me maintenir dans ma médiocrité orthographique. Mais c'est quand même bien pratique. Hein. Comment tu fais, toi, quand tu fais une recherche Google? Moi, je t'avoue que ces derniers temps, quand je fais une erreur, je la corrige pas, quoi. Je laisse le truc couler. C'est terrible, hein. C'est terrible. Parce que je sais qu'il va comprendre. Enfin, en tout cas, très souvent. C'est terrible. Hein. Ouais. Donc, c'est vraiment ça, il me maintient dans ma médiocrité. Mais j'adore ça. Ouais. Donc, bon, bientôt d'ailleurs, en passant, Google indexera aussi les parties de pages et non plus les pages complètes. Donc, il pourra donner uniquement le passage qui t'intéresse. Donc, ça, c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs... Il me semblait que c'était déjà un petit peu le cas dans les résultats de niveau 0, comme on dit, donc qui vont juste après le champ de recherche. Ça se déploie un peu plus, c'est ça. C'est ça. Là, il ira chercher dans les pages que... Oui, c'est ça, en fait, c'est un petit peu la même chose, mais ce sera étendu, voilà, on va dire ça. Ok. Et d'ailleurs, Google avait sorti aussi un autre proto, il y a un moment, je sais qu'on en avait parlé, ça s'appelait le Translatotron. Je sais que je n'avais parlé, parce qu'avec un nom aussi débile, je pouvais pas ne pas en parler. C'est clair, ça me dit quelque chose. Translatotron, j'avais dû faire cette blague d'ailleurs. C'est évident. Et donc, bah oui, le Translatotron pouvait traduire un discours dans une autre langue, en conservant les inflexions et le timbre de la voix originale. Bon, c'était il y a plus d'1 an, et depuis, que dalle, on ne sait pas. Mais du coup, depuis, il y a Reasonable AI, qui va commercialiser un vrai produit, qui s'appelle Localize, et qui clame pouvoir faire exactement ça, et en 6 langues. Donc voilà, 6 langues: anglais, français, allemand, hollandais, italien, espagnol, et bientôt en coréen, en japonais. Alors, si ça marche bien, ça pourrait être génial, hein, pour les films, le jeu vidéo. Mais aussi, bon, ça va être aussi moins génial pour les comédiens de doublage. Ça, c'est toujours un petit peu le double truc. Et d'ailleurs, puisque je parle de jeux vidéo, il y a un article amusant qui indique que l'Ariane Studio a développé une IA propriétaire pour bêta-tester ses jeux. Donc en complément des testeurs humains, hein. En fait, l'IA, elle fait... Donc c'est une IA de jeux vidéo, quoi, donc c'est un perso dedans. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait toutes les tâches idiotes et répétitives que font les pauvres testeurs d'habitude, hein, c'est-à-dire courir dans tous les murs, aller à la limite de tous les menus, se taper la tête partout, lancer des trucs improbables, et voilà. Donc c'est tous les éléments, tout ça, elle le fait. Et c'est vrai que dans des jeux aussi énormes que les Divinity, ça gagne un temps fou, quoi. Alors voilà, bientôt des Elder Scrolls sans bug le jour de leur sortie. Peut-être, mais peut-être pas, faut pas rêver non plus. Ouais, j'imagine, oui, que le protocole de test, il peut être largement facilité et amélioré. On verra s'il y a des jeux moins buggés à l'avenir. En attendant, on va passer justement à une rubrique jeux vidéo, avec donc quelques petites news, oui, pour compléter. D'une part, Microsoft qui va partager, ils sont généreux, une partie de ses revenus de la vente de jeux dématérialisés. Mais pas tous. Non, pas tous. D'ailleurs, je parlais de jeux Elder Scrolls, puisque j'y suis. Est-ce qu'on retrouvera des jeux Elder Scrolls sur PS5 ? Je ne sais pas. Mais justement, il y a eu une interview de Phil Spencer par Kotaku, et c'est pas avec ça qu'on sera fixé, puisqu'il a dit, hein, il a jamais été question de priver les autres joueurs donc durant la transaction. Il a aussi indiqué qu'économiquement, Microsoft n'avait pas besoin de sortir ses jeux sur PlayStation, qui peuvent se passer des joueurs PlayStation 5, et que la transaction sera rentable quand même. Donc, du coup, on ne sait pas effectivement si Microsoft partagera ses jeux Bethesda, mais on n'en sait rien, hein, donc c'est pas sûr, sans doute, mais c'est pas sûr. Mais bon, ce qui est sûr en revanche, hein, c'est que Microsoft a dit vouloir partager ses revenus avec GameStop, ses revenus sur les ventes dématérialisées. Alors c'est assez fou parce que GameStop avait déjà signé un deal avec Microsoft pour utiliser leur infrastructure, c'est-à-dire leur cloud, leur surface, mais là il semble que GameStop touche aussi un pourcentage à définir, hein, sur les ventes en démat réalisées sur les Xbox, et toutes les Xbox en fait, toutes les Xbox de prochaine génération, c'est-à-dire c'est les Series quelque chose.
Donc c'est une motivation à vendre des consoles, même les versions toutes des maths, puisque sinon GameStop n'aurait pas le moins d'intérêt à vendre des séries S, il faut bien le dire. Alors ça pourrait changer quand même le destin mal barré de GameStop, parce que le démat, le streaming, tout ça, ça sent mauvais quand même pour les boutiques physiques. Donc s'il reçoit un pourcentage, ça changerait tout. Encore faut-il qu'il soit suffisant, entre 0,5% et 5%, voilà, c'est peut-être la survie ou la mort de GameStop à moyen terme en fait qui se joue, mais on n'a aucune info supplémentaire pour le moment. Et évidemment, ça nous concerne au travers des magasins Micromania qui font partie de la même enseigne, enfin en tout cas qui sont le réseau d'enseignes qui appartient à la même entreprise, si je dis pas de bêtises, Guillaume. Mais c'est intéressant de voir ce move effectivement pour Microsoft, cette petite proposition. Je sais pas pourquoi, je sens pas longtemps les magasins de jeux vidéo survivre. Je le souhaiterais pour l'instant, pour le coup, mais j'ai pas l'impression que ça pourrait arriver. Bref, on a parlé de la Xbox, on va contenter tout le monde, Guillaume. On va parler un petit peu de la PlayStation 5, qui est décidément belle de partout. Mais oui, la PlayStation 5 s'est faite démonter dans tous les sens et sans prendre de gants. Je sais pas si t'as vu la vidéo. Je vais mettre le petit explicite pour cet épisode. Merci Guillaume. Non, mais c'est vrai. Et donc elle s'est fait démonter par un mec qui avait pas de gants effectivement, mais par ce mec de chez Sony. Voilà, c'était sympa. Alors c'était sympa si on aime le console porn. Son énormité possède donc un radiateur géant comme prévu, qui assure une console bien rafraîchie et même à 3 Go 6. Et grosse surprise, enfin en tout cas pour moi, elle utilise du métal liquide pour la dissipation. Et moi je m'y attendais pas parce que attention, la pratique existe aussi sur PC. En général, ton CPU, il est collé au radiateur avec une pâte thermique. Pâte thermique, c'est juste un truc qui conduit la chaleur pas trop mal et qui en plus est plus pratique à utiliser que du beurre de cacahuète ou de la couenne de jambon, quoi. Mais le métal liquide sur PC, moi j'en étais resté à ne le faites pas. Pourquoi ? Parce que ça peut couler, évidemment. C'est conducteur. Et si c'est conducteur, bonjour les courts-circuits. C'est potentiellement toxique. Alors, le métal liquide, il n'y en a pas des millions. Le mercure, c'est dangereux. Et donc, en général, on utilise des alliages de gallium et d'indium. Et le gallium, c'est corrosif pour l'aluminium, le cuivre. Donc, en clair, ça bouffe le métal. Donc, mélanger le gallium à autre chose, ça réduit le problème, mais ça réduit aussi l'efficacité du conducteur. Bon, ils disent qu'ils ont mis 2 ans à mettre au point un processus de fabrication industrielle avec du métal liquide. Finalement, ça m'étonne pas des masses. Donc, le métal liquide, c'est d'autant plus efficace que c'est chaud. Et donc, du coup, c'est vrai que le petit die de la PlayStation 5, qui va être très très chaud, oui, ça peut se comprendre. Alors ça reste sans doute moins cher à produire en fait qu'une chambre à vapeur, comme dans la Xbox Series X, même si cette dernière solution est à mon avis beaucoup plus efficace et plus flexible, c'est aussi plus cher, quoi. Ouais. Écoute, je sais pas, mais c'est vrai que j'ai été surpris de voir qu'il y avait cette techno-là dans la PlayStation 5, mais bon, c'est étrange. Enfin, écoute, à part ça, on a appris que la vitesse du ventilateur était réglée au cas par cas. Après analyse du comportement du chips, donc ce sera via des mises à jour de la console. Alors je trouve ça plutôt étonnant. Parce que honnêtement, en général, c'est compliqué. Plus c'est chaud, plus on pousse la clim. Pas très compliqué. Je vois pas en quoi il doit y avoir une analyse avec des mises à jour. Je comprends pas très bien, mais disons que ça sera réglé au cas par cas. On a vu aussi le petit logement pour le SSD. C'est vrai que t'as raison, quand on réfléchit, il n'y a pas du tout d'explication, en fait. C'est juste quand c'est trop chaud, tu refroidis plus. Mais bon, excuse-moi. Oui, non, mais voilà, moi c'est exactement pareil, je comprends pas très bien le principe, mais j'ai sans doute raté des trucs. De toute façon, je vous en reparlerai s'ils expliquent plus pourquoi. Toujours est-il qu'on a aussi vu le petit logement SSD, et ça ressemble beaucoup à un logement SSD, M2, classique, et ça accepte presque toutes les tailles, ce qui est un plus. Donc on a vu aussi une vidéo de l'interface. Le mieux d'ailleurs, c'est peut-être que vous allez voir cette vidéo si ça vous intéresse. Ça ressemble essentiellement à de la PS4 enrichie. Le store est intégré, cette fois c'est plus une application à part. Il y aura du picture-in-picture, en particulier il y aura bien un menu Game Help. C'est cool, ça. Où tu peux demander de l'aide pour un jeu et tu peux justement avoir la petite fenêtre d'aide sur impression sur ton jeu. Donc c'est quand même marrant. Et finalement on arrive à la news centrale de ce podcast, la plus importante, ce qui va faire vendre des consoles par millions. La vraie raison pour laquelle Cassim a déjà précommandé sa PS5, c'est Spider-Cat. Okay. Spider-Cat, dis-nous tout. Moi, j'ai vu juste l'image, parce qu'il est en couverture de cet épisode, mais tu pourras avoir le chat dans Spider-Man Miles Morales. Mais surtout, le chat pourra combattre avec toi. Et voilà, avec ses petites papates et ses petits masques. Je dis, Microsoft est perdu, désolé. Parce que Bethesda ou pas, Game Pass ou pas, à la fin, celui qui gagne, c'est le chat. Ça va presque te faire précommander une PS5. Il sera peut-être un peu tard, là. Il va peut-être falloir que t'attendes qu'il y en ait à nouveau en stock. Allez, une dernière news quand même sur les jeux vidéo accès processeur, peut-être. Oui, écoute, news AMD, puisque dépassé sur les prix, dépassé un petit peu sur les perfs brutes, il restait à Intel les performances monothread dans les jeux vidéo en particulier. Et là, AMD a présenté ses Zen 3.
avec ses Ryzen 5000, et c'est vrai que c'est mal barré pour Intel. Bon, les Ryzen 5000 sont toujours en 7 nanomètres, et d'ailleurs ils marchent sur les mêmes cartes mères, les mêmes chipsets, mais ils bénéficient d'optimisation architecturale, hein. Donc il y a une cache unifiée pour les 8 cœurs, il y a 100 MHz de plus, globalement il y a 19% de perf en plus à fréquence égale, si les chiffres donnés par AMD sont vérifiés. Ben, ça va faire mal, puisque le 5900X dépasse le i9 10900K dans tous les jeux testés, sauf, bizarrement, dans Battlefield 5. Donc il y a quand même beaucoup de variabilité, mais la tendance est claire, hein. Donc pour le gaming, apparemment c'est bon, et pour la productivité, ben, il fait quand même 16% de mieux sous Cinebench, donc il semble que le lead d'Intel sur les perfs monocœurs soit en grand danger, même si évidemment ça reste à confirmer. Alors c'est des puces qui font 6 à 12 cœurs, entre 300 et 550 $. Ça sera disponible le mois prochain, avec des fréquences entre 3.7 et 4,8 GHz, en turbo donc. Bon, c'est un petit peu plus cher que la génération précédente, donc AMD semble sûr de lui ce coup-ci. On sent que voilà, ils sont plus vraiment les challengers, quoi, hein. Donc vivement les tests en vraie grandeur. Et puis côté GPU, ben, on attend la réponse d'AMD au GeForce 3000 pour le 28 octobre, juste avant Halloween. Donc ce seront les RX 6000, donc, qui sont affectueusement surnommés Big Navy, la grosse Navy, qui promettent le 4K natif en 60 fps de routine, donc elle passerait Gear 5 d'ailleurs en 73 fps en 4K Ultra. Voilà, surtout, ça nous permettra d'en savoir quand même plus sur RDNA 2, qui est quand même l'architecture d'une nouvelle console, donc on aura sans doute des détails techniques à ce moment-là, et bon, bah, rendez-vous probablement dans 2 semaines pour en reparler. On se fera un plaisir d'en parler ensemble. Merci beaucoup Guillaume pour la préparation de cette émission, pour évidemment le moment qu'on vient de passer ensemble. J'espère de tout cœur que ça aura tout à la fois diverti, fait sourire et informer nos auditeurs. J'en doute pas trop, mais si jamais c'est le cas et si jamais vous n'avez pas encore été regarder notre page Patreon, je vous invite à aller jeter un coup d'œil, patreon.com/techcafé. Peut-être que ce travail va vous donner envie de nous soutenir pour en avoir encore plus et garantir dans le temps qu'on sera tout aussi régulier qu'on a pu l'être pour tous ces épisodes. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que tu peux nous rappeler, Guillaume, tout simplement, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, si on veut interagir avec toi, si on veut se moquer de toi pour des choses que tu as pu dire qui pourraient être erronées ou au contraire encenser les propos que tu as tenus? Bah non, mais vous pouvez toujours poser des questions dans les commentaires de l'émission et faire des remarques si j'ai fait des erreurs, évidemment par ce biais-là ou par Telegram, mais toujours gentiment. Non mais oh. Et puis sinon, oui, vous me retrouvez évidemment dans un prochain podcast et peut-être dans un autre podcast, et si vous cherchez bien, peut-être encore ailleurs. mais cherchez bien en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. On se dit rendez-vous dans une semaine pour un tout prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. Ciao.